Tu vois, toi, le nombre de participants là? Ouais, là, maintenant, là, Oui. en général. Alors, attends, là, on est deux, oui. Ah oui. Et je suis allée dans la liste pour prendre le nom de tout le monde. 4 x 4, 28, 30, moins les... Ouais, non, il y a plus, il y a 20, 22 personnes. Et j'ai un Saint-JC NW. Ça te dit quelque chose? C'est une dame, Saint-Jour Christine. C'est la liste entreprise. Ok, ça marche. De Nestlé. Et tu m'as dit Marc, de mémoire, j'irai vérifier l'orthographe. Guerrier de Dumast. Ok, merci. Christine Saint-Jour, tu m'as dit. Paona Seri. Pour le 17, du coup, tu as besoin d'aide avant ou pas? Demain matin, j'ai un point à 8h30, donc j'en saurai un peu plus. Mais a priori, je pense pas, j'en sais rien en fait. Je me suis un peu focalisée sur celle-ci, j'en avais une autre Ouais, mardi. je comprends. Donc, Tu te souviens juste, je suis en jury toute la semaine, donc je te rappellerai le soir en fait, si tu as besoin de me joindre. Oui, tu m'as dit. Bon, on a des participants qui ont été efficaces qui nous rejoignent. Monsieur Massuyo, vous avez été très efficace. On a respecté le timing à la lettre. Bravo. Après, j'espère que j'ai été clair. C'est terrible. Ça passe à une vitesse. Parce que là, tout le monde va revenir avec nous. Ah oui, ouh là là. On revient, mais malheureusement, on a été très pris par le temps sur notre groupe. Bim, bim. Ça va vite. Du coup, on n'a pas eu le temps de tout finir. Ouais. Et moi, j'ai pas vu comment on pouvait vous demander plus de temps. En fait, il faut quitter votre sous-groupe et revenir me voir. Il fallait nous le dire. Parce que là, j'avais juste un point synthétique à faire, mais bon, je le ferai de toute façon comme ça oralement. C'est pas oui. Là, on est déjà en retard sur le programme initial, donc c'est pour ça que je pouvais. On est les rapporteurs, là, c'est ça? C'est que les rapporteurs, là. Alors, les rapporteurs vont effectivement prendre la main les uns après les autres. Il y a tout le monde là, d'accord. Oui, tout le monde est là. Il y a tout le monde. Oui, bien sûr. Que Et d'ailleurs, pas de bêtises, monsieur Maton. Non, j'ai pas. Les rapporteurs ont la main pour donner un résumé de ce qui a été dit précédemment, mais leurs collègues peuvent les aider s'il y a besoin. Par contre, là aussi, leurs collègues d'une part, et puis la personne ressource elle-même. Oui, tout à fait. En revanche, on a 5 minutes par sous-groupe. Donc, il va falloir là aussi être très synthétique. Ça va très vite. Donc, le sous-groupe 1, qui était le rapporteur? Donc, le sous-groupe 1, c'était avec Madame Bell, c'est ça? Avec Monsieur Massuyo. Avec Monsieur Massuyo, pardon. Oui, je vous ai fait des petits pièges. Oui, exactement. Donc, qui est le rapporteur pour vous, Monsieur Massuyo? Il n'y en a pas eu? Alors, on n'en avait pas désigné, mais je peux le faire si vous voulez. Allez, on vous écoute. Merci. Donc, on a échangé sur la fonction et les services proposés par M. Massuyo, qui est chef de service au sein d'un CFA spécialisé dans l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap. On peut solliciter à la fois sur la structure ouest dont il s'occupe et également sur la partie est de l'Occitanie via un de ses homologues. Il gère une équipe d'animateurs, de conseillers d'insertion, de développeurs d'apprentissage. Il s'occupe d'un public vulnérable ou en situation de handicap. Il a deux principales missions. Sa mission principale qui consiste à accompagner des apprentis dans le cadre d'un CAP, mais qui se fait sur 3 ans, avec une année en amont
des 2 ans classiques du CAP, qui a pour vocation pour ces personnes de se préparer, de reprendre pied avant d'intégrer le cursus plus classique avec le diplôme. Et là, son équipe travaille sur 2 aspects principaux, les savoirs scolaires et sur l'adaptation à la condition de salarié avec des prérequis du type compréhension du système d'absence. On peut le solliciter donc pour tout type de CAP, puisqu'elle suit cette année d'insertion. Tout diplôme peut être ensuite préparé au sein de la panoplie des CAP. Et ça se fait du coup dans un autre CFA, un autre lieu. Alexandra, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus doucement? D'accord. C'est moi qui vous ai mis la pression effectivement sur le temps, mais du coup… Moi, j'ai tout donné là pour ça. Et pouvez-vous nous dire de quelle structure vous êtes? Donc, c'est la structure DEFI qui est un CFS, donc un centre de formation d'apprentis spécialisés. Et vous faites partie de quelle structure? Et moi, pardon. Donc, moi, je suis responsable ressources humaines pour Nutrition et Santé, qui est basée à Revel, mais qui a des usines dans toute la France. Je remplace Aurélie Lussard en tant que référente handicap. Et je m'occupe de 3 usines, une usine à Auch, une usine à Compiègne et une usine dans les Alpes de Haute-Provence à côté de Manosque. Et je suis également en charge du dialogue social pour l'entité juridique française de Nutrition et Santé. Il y a un petit peu d'écho, donc ceux qui n'interviennent pas, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Merci. On vous écoute pour la fin, Alexandra. Très bien. Le deuxième volet d'accompagnement proposé par cette structure, la formation, l'accompagnement d'apprentis, eux, de tout niveau, dans un but de sécuriser les parcours de formation jusqu'à l'obtention du diplôme, avec des services du type accompagnement, renouvellement de RQTH, lien avec l'entreprise pour s'assurer de la bonne intégration, notamment au sein des équipes de travail, accompagnement pour obtenir de l'aide humaine, par exemple. En termes de modalités de sollicitation des services de M. Massiou, les employeurs en recherche, par exemple, d'apprentis qui pourraient préparer des CAP peuvent le contacter, lui ou son équipe. Les apprentis en situation de handicap, mais aussi les partenaires institutionnels peuvent solliciter cette structure. Et en termes de possibilité de dupliquer, des structures similaires existent sur tout le territoire, et donc il est également possible de les solliciter pour des établissements qui seraient en dehors de l'Occitanie. Super. Voilà ce que j'avais retenu. Monsieur Massouillou, des choses à rajouter? Je n'aurais pas fait mieux, c'est clair. Non, c'est ça. Voilà, nos 2 missions et c'est très bien. En plus, c'est synthétique. Super, merci. Bon, on retrouvera en tout cas votre structure un petit peu plus tard avec un témoignage justement d'un apprenti et d'un tuteur et du référent de parcours. Et bravo Alexandra pour cette synthèse, vous avez mis la barre très haut. Merci. On poursuit avec le sous-groupe 2. C'était la structure de Acto et de la PFRH, donc avec Madame Maréchal. Et Madame Meyrou. Et Madame Meyrou. Carole Robert, donc je suis prof de sport et référente handicap au Crêpes de Toulouse. Donc, en ce qui concerne Madame Meyrou, c'est l'OPCO. Donc, le CFA doit travailler avec l'OPCO. Elles interviennent tout de suite au niveau du diagnostic. L'OPCO doit informer les entreprises et ils articulent les disponibilités, l'insertion au niveau de l'apprentissage et il y a un complément financier, un complément au niveau du financement. Donc, il y a une majoration au niveau du financement. Après, concernant Madame Maréchal, Centre d'action sociale, plateforme interministérielle, donc les missions santé, action sociale, citoyenneté et intégration. Elle accompagne dans le cadre de Handipac, la directe. Le direct, son rôle, c'est plus l'enregistrement. Et Handipac, la plateforme RH, pardon, elle accompagne au service de l'État.
C'est un réseau de services publics. Ah, pardon. Il y a un écho. Un réseau de services publics et besoin d'accompagner le FIPH. Dans la fonction publique, on doit progresser pour les apprentis. Il n'y a pas beaucoup d'apprentis qui sont embauchés dans la fonction publique. Et c'est un relais qui est partagé avec la directe. Dites-moi si j'ai rien oublié pour la partie 1. Je voulais simplement effectivement peut-être amener 2 petits points qu'on n'a pas pu aborder parce qu'on a été un peu prise par le temps. L'OPCO, en dehors de son rôle d'information et de mobilisation des entreprises autour de la thématique de l'insertion des TH, a aussi un rôle pour former bien sûr toutes les entreprises. Les outiller, beaucoup d'OPCO ont créé des outils spécifiques sur cette thématique. Et au-delà de outiller concrètement les entreprises, c'est veiller à ce qu'elles pérennisent leurs pratiques en termes d'accueil d'apprentis, accueil de travailleurs en situation, enfin de personnes en situation de handicap ou de maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. J'apporte la précision parce qu'on n'a pas eu le temps d'aborder exactement tous ces petits points complémentaires, mais c'est important puisqu'on va très au-delà du simple, la facilitation entre l'offre et la demande. Voilà. Si je peux ajouter aussi pour le COAPCO, que il récapitule 27 branches professionnelles. Il y a une très forte intensité de main-d'œuvre. Et ce qui peut être très, très utile pour les services, puisqu'il va du nettoyage à l'intérim, à l'hôtellerie, à la formation. Donc, il y a vraiment beaucoup de branches professionnelles qui sont visées dans cette OPCO. Et du coup, il fait vivre le partenariat aussi par un suivi attentif des contrats, des ruptures, des maîtres d'apprentissage et va jusqu'à l'insertion définitive de l'apprenti. Donc, c'était quelque chose qui me paraît essentiel. Il y a énormément d'acteurs qui sont sollicités aussi. Au moment de la signature, ils font vraiment un suivi du début jusqu'à la fin. Merci. On n'a pas été plus loin, en fait. On vous a frustré. Vous aurez... C'était effectivement pas évident dans ce groupe parce que, qui plus est, il y avait 2 dispositifs qui se présentaient. Donc, c'était d'autant plus court. Il y avait et la PRFH et l'OPCO, effectivement. On a réuni que les meilleurs parce que vous aviez un défi qui était très élevé. On a mis la barre haute, mais on a mis les meilleurs pour l'atteindre. Merci. On vous enverra quand même dans la restitution des choses peut-être du coup un peu plus détaillées pour compenser cette frustration. Alors, le groupe 3, c'était le FIPHFP. Je crois que c'était le groupe 4 FIPHFP. Ah, pardon, oui, non, c'est Cap Emploi avec Madame Abellan. Oui. Le rapporteur? Oui, je crois que c'est moi. Ok. J'y suis? Ah oui. On vous entend. Très bien. Alors, Madame Abellan a présenté l'organisme, donc Cap Emploi, qui est un label, en fait, pour Handi Pro 31. C'est un organisme de service public sous-traitant de Pôle emploi. Il y en a un dans chaque département. Pardon. Le rapporteur, parce que je ne vous vois pas à l'écran. Vous êtes... Ah bon? C'est Madame Jiménez, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça? Madame Oui, Jiménez, c'est ça. Super, excusez-moi. Pardon. Je ne suis pas sûre du chiffre annoncé, mais je pense que Cap Emploi reçoit à peu près 25% des travailleurs handicapés. Madame Abellan me corrigera peut-être.
Donc, ils assument un rôle de facilitateur d'embauche en milieu ordinaire, donc auprès des employeurs. Ils assurent le sourcing et l'accompagnement. Voilà, en fait, ils sont prescripteurs et ont une offre de service équivalente à celle de Pôle emploi ou de la mission locale. Voilà, donc Madame Abellan est responsable du pôle recrutement. Elle est donc en relation avec les personnes et assure également les interventions chez les employeurs pour la mise en place des contrats. Donc, c'est un recrutement tout contrat confondu, dont les contrats en apprentissage qui nous intéressent. Alors, on lui a demandé comment on faisait pour saisir Cap Emploi. Donc, différentes façons, bien sûr, le site, le téléphone, le mail, mais Madame Abellan est l'interlocuteur privilégié. C'est ce que j'en ai retenu et c'est plus facile pour dispatcher vers le référent concerné. Voilà pour toutes les questions de recrutement. En fait, sur le secteur public, c'est Julie Oustric, donc, qui est pour la première couronne de Toulouse, qui est la référente recrutement, l'interlocuteur privilégié. Pour les territoires plus éloignés, il existe des référents multicasquettes, publics, privés, qui fonctionnent donc par zone géographique. Les compétences de la structure ensuite par rapport à la promotion ou à l'action de facilitation des contrats d'apprentissage, c'est d'assumer évidemment la complexité administrative. Et en dehors de l'accompagnement, Madame Abellan précisait qu'il y avait tout niveau de formation et évidemment pas de limite d'âge sur le public concerné puisque l'apprentissage s'adresse à toutes les personnes sans limite d'âge. On lui a demandé également quelles étaient éventuellement les plus grandes difficultés de son point de vue lorsqu'elle s'adresse vers les employeurs. Donc, pour elle, elle disait que l'employeur devait surtout revenir vers eux si problème parce que ils ont toutes les réponses. Voilà, s'il y a quelques difficultés, en même temps, l'anticipation est bonne et apparemment, il y avait très, très peu d'abandon. Parfois également, les principales difficultés, c'est, on va dire, l'inadéquation entre le niveau demandé et les attentes. En tout cas, sur le papier, parce que c'est vrai que il y a quand même beaucoup de compétences transférables souvent, notamment des personnes qui ont une maturité intéressante, des codes de l'entreprise qui sont en général acquis, voilà, et qui font la différence. Voilà, les autres missions également, ce sont des interventions de Cap Emploi sur la sensibilisation des employeurs par rapport à l'apprentissage. Et enfin, ou presque, on lui a demandé les arguments donc, en faveur de l'emploi des apprentis, si elle pouvait nous aider à convaincre les employeurs. Et donc, elle a évoqué évidemment le coût minime dans le cas de personnes, des travailleurs handicapés. Donc, je le répète, la connaissance des codes de l'entreprise, eu égard souvent justement à des âges plus élevés, à une certaine maturité. Et l'apport d'une dynamique différente voilà, des travailleurs handicapés qui souvent ont eu à s'adapter à leurs propres problématiques et qui ont une certaine forme de courage un petit peu différente, voilà, de tout un chacun. Voilà, je dois en oublier, mais on va dire que j'ai noté ça.
Bon, et on vous avait demandé d'être synthétique, donc c'est parfait. Voilà. C'est très très bien. Bravo Madame Jiménez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça vous va? Sinon, vous me le direz, on se voit bientôt. Vous me gronderez. Je vais vous prendre avec moi pour venir convaincre les employeurs. Bon. Sur le groupe 4 maintenant, donc groupe 4 où la personne ressource était M. Marc de Dumas du FIPHFP, c'est M. Maton qui joue le rôle enfin, qui restitue les échanges. C'est ça, c'est ça. Alors, donc la personne interviewée était Marc de Dumas, qui est le délégué territorial régional et représentant du FIPHFP, qui est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Donc l'objectif, c'est d'accompagner les employeurs publics dans la mise en œuvre de leur politique handicap. Donc cet organisme a été créé lors de la loi 2005 il collecte également les contributions des employeurs qui n'atteignent pas 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Donc son rôle, c'est l'animation du comité local. Allô ? Oui, on vous entend très bien. Vous m'entendez ? Ouais. Oui. Donc c'est l'animation du comité local, c'est-à-dire qu'il est chargé de faire redescendre en fait les décisions d'ordre financier du national, donc il le fait redescendre sur le régional et local. Donc avoir des échanges avec les employeurs publics, faire également l'animation des partenariats locaux, donc avec des instances comme l'ANFH, qui est l'équivalent de l'OPCO fonction hospitalière, le CNFPT qui est le centre de formation de la fonction publique territoriale, la fonction hospitalière, les CAP emploi et récemment l'emploi accompagné, et également la co-animation des instances d'animation locale que sont donc le PRITH, qui est le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, et également Handipact. Voilà. Pour moi, c'est très complet. Parfait. Merci. Dans le sous-groupe 5, c'était, je crois, Madame Bayle de la RHF. Oui, alors, et c'était bonjour. Donc, moi, c'est Marie-Luce Brunet, Synergie Handicap Sup. J'accompagne les personnes en situation de handicap sur des projets de formation, mais post-bac et en alternance. C'est un financement AGFIP et région. Voilà, et donc je suis censée vous faire la retransmission de RHF. Donc, ressources handicap formation, qui est portée donc, par l'AGFIP, qui est un service qui est réalisé par Madame Nathalie Bayle, donc sur l'ensemble de l'Occitanie. Son rôle, c'est de sécuriser les parcours de formation des personnes en situation de handicap en co-construisant des solutions d'aménagement. Mais aussi d'accompagner un service d'accompagnement pour les organismes de formation et les CFA pour répondre à un certain nombre de problématiques d'aménagement, d'accessibilité. Et le troisième, un service auprès des prescripteurs de formation afin d'anticiper les besoins qui seraient nécessaires, les besoins en compensation pour la personne avant l'entrée en formation. Alors, qui peut la solliciter? Eh bien, ce sont les prescripteurs de formation, donc l'ensemble des prescripteurs, on ne va pas les reciter, les référents handicap des CFA, des OF, mais aussi les entreprises et certaines fois les jeunes directement ou les personnes directement. Qui peut la solliciter aussi? Donc, c'est autant des organismes publics que privés, et j'ai noté qu'il n'y avait pas de fiche de prescription. À quel moment elle intervient dans ce parcours concernant les personnes? Elle nous a dit vraiment le plus tôt possible, dès la signature bien évidemment du contrat en CFA, mais il peut y avoir à la marge aussi un appui conseil en entreprise pour justement lever un certain nombre de freins et pour lui permettre la signature de contrat, donc que ce soit sur les CFA ou les entreprises. Voilà ce que j'ai noté globalement. Nathalie, peut-être tu veux rajouter certains points? Très bien, Marie-Luce. C'est clair. En effet, c'est le plus tôt possible, bien sûr, pour prévoir justement et anticiper
les besoins en termes de compensation et les adaptations qu'il y aura à mettre en place ensuite dans le cadre du parcours d'apprentissage, et aussi bien en entreprise qu'au sein du CFA. C'est pour ça que l'ambition de ce service ressources handicap formation, donc certes mise en place, portée par la GFIP, mais en partenariat avec le FIP, le Conseil régional, Pôle emploi et la Directe, qui sont membres du comité de pilotage. L'idée, c'était vraiment de pouvoir anticiper le plus en amont possible pour pouvoir mettre en place des solutions de compensation le plus tôt possible, avant même d'attendre des difficultés qui pourraient après s'exprimer dans le cadre du contrat d'apprentissage. Donc c'est en amont, mais c'est aussi tout au long du parcours. Donc après, bien sûr, j'accompagne. On y arrive à être de plus en plus en amont, mais j'interviens aussi quand les CFA me sollicitent et qu'ils ont une personne qui est en difficulté et qui a besoin de mettre en place des aménagements. Voilà, donc c'est vraiment tout au long du parcours. L'appui RHF peut intervenir. Mais bon, c'était juste pour compléter, hein, Marie-Luce. Non, mais pas de souci. Et je vais me permettre d'enfoncer le clou, puisque par rapport à la RHF, c'est vraiment que vous ayez en tête, hein, employeurs publics et privés, qu'elle est mobilisable dans le cadre des parcours en apprentissage. Oui. Puisque c'est de plus en plus le cas, hein, mais malgré tout, le gros des sollicitations qu'on a constatées pour l'instant étaient sur des formations classiques, on va dire, oui, des formations professionnelles. Donc voilà, il faut vraiment, on voulait insister sur ce message aujourd'hui, c'est possible. Et c'est très utile, hein, au moment de l'apprentissage. Et par ailleurs, insister aussi sur le fait que même si spontanément, bien sûr, il y a bien sûr un intérêt à ce qu'il y ait une proximité avec le référent handicap du CFA lui-même, qui peut mobiliser Nathalie rapidement, facilement, en ayant vraiment peut-être la visibilité sur toutes les données du problème. Mais il faut bien que vous ayez en tête que vous-même, employeur, le tuteur, peut solliciter directement la RHF, et Nathalie s'emploiera très rapidement à mettre autour de la table, entre guillemets, même si en ce moment elle est beaucoup virtuelle, l'ensemble des parties prenantes pour faire en sorte de trouver la solution. Voilà, oui, ça c'est important aussi à préciser. En effet, je ne travaille pas seule. Ce n'est pas une prestation, c'est un service d'appui, en fait, qui vient en appui des acteurs du parcours d'apprentissage. Donc, qui que soit qui me sollicite, en fait, je vais mettre autour de la table, bon, le plus rapidement possible, physiquement autour d'une table, je le souhaite, l'ensemble, mobiliser tout le monde dans le cadre du parcours, et y compris la personne en situation de handicap. L'apprenti est aussi partie prenante dans la définition des adaptations dont il a besoin dans le cadre de son apprentissage au CFA comme en entreprise. Voilà, donc c'est l'ensemble des acteurs qui sont réunis. Je fais du lien beaucoup, en fait. Est-ce que je peux en profiter pour poser une question? Ah, oui, enfin, je dis oui, moi je ne sais pas si je dois dire oui. Bien sûr. Allez-y, bien sûr. Par rapport à la question qu'a posée tout à l'heure Sébastien Maton, effectivement, nous, on est Cap Emploi, on est souvent sollicité par les CFA ou par des employeurs, ou quelquefois par des personnes ou les parents des personnes, pour des apprentis qui ont déjà intégré le centre de formation et qui se trouvent en difficulté et qui ont besoin d'un aménagement. Notamment, hier, j'ai reçu un appel du CFA Jasmin. Donc, je voulais savoir, nous, on n'a pas le nom des référents handicap, et c'est vrai qu'on ne peut pas aller les sensibiliser, leur expliquer un petit peu la nécessité d'intervenir avant même que le contrat démarre. Et apparemment, les référents handicap ne nous connaissent pas forcément, et s'ils ne vous ont pas sollicité, c'est qu'ils ne vous connaissent pas forcément non plus. Alors, il y a un réseau des référents handicap. En plus de ce service d'appui, donc on réalise aussi des formations à destination des référents handicap, donc des formations sur 2 journées, pour justement qu'ils puissent réaliser au mieux leur mission. Et dans le cadre de ces formations, ils sont normalement informés à la fois de l'ensemble des dispositifs et prestations qui peuvent être mobilisables dans le cadre de l'apprentissage, mais aussi de l'ensemble des acteurs qui sont possibles à mobiliser. Donc normalement, ils sont quand même un peu informés. Alors après, ils peuvent aussi oublier les choses qui sont dites en formation. Alors, concernant l'annuaire, je n'ai pas réagi tout à l'heure parce que moi, je suis davantage sur l'annuaire des référents handicap au sein des CFA. Nous sommes actuellement en train de l'actualiser, cet annuaire. Et là, le problème qui se posait par rapport à la RGPD, en fait,
on passe un peu outre parce que dans l'actualisation, on demande aux personnes de justement nous autoriser à diffuser l'annuaire des référents handicap des CFA et des OF d'ailleurs, aux partenaires. Alors, je ne dis pas de le faire de façon très large, mais je pense aussi au Cap Emploi qui me le demande souvent, qui aurait besoin, c'est un outil qui leur serait nécessaire. Et donc, on a posé cette question, on a des fiches où ils nous disent, en effet, qu'ils nous donnent l'autorisation, soit le téléphone, soit le mail, soit les deux. Et dans ces cas-là, on diffusera en fonction de leur autorisation. Ça, on l'a intégré dans l'actualisation de l'annuaire, qui est en cours, qui a été lancée de notre côté le 26 août. Donc là, les gens sont en train de nous répondre. Donc peut-être que ce sera un outil qu'on pourra, je verrai avec la GFIP, mais on a pris cette option avec la GFIP pour peut-être pouvoir plus facilement diffuser cet annuaire. Oui, puis en plus c'est un petit peu différent. Effectivement, les CFA, c'est des organismes qui reçoivent du public, qui ont une offre, entre guillemets, grand public, qui doivent en faire leur promotion aussi. Et qui faciliter les liens avec le SPE notamment, c'est presque une question de… Ça fait partie même de leur mission structurante. Quand vous êtes référent handicap CFA, vous devez rentrer en contact avec les référents, les conseillers du SPE. Donc, c'est un peu normal qu'ils acceptent que leurs coordonnées soient diffusées. C'est le contraire, ce serait un peu aberrant. Juste pour répondre par rapport à cette identification, bon, bah déjà, entre guillemets, c'est normal que Cap Emploi soit aussi questionné par des référents handicap de CFA, puisque ça fait partie de votre offre. Vous avez des objectifs sur l'alternance, voilà. Et puis, vous êtes un réseau, les Cap Emploi, qui existe de longue date. La RHF, c'est une ressource qui a été mise en place plus récemment. Je parle sur votre contrôle, Nathalie, je ne veux pas dire une bêtise, ça fait quoi, 2 ans, 3 ans? Juin 2018, dans le cas d'une expérimentation d'abord. Voilà, donc effectivement, elle est de plus en plus identifiée. Les réunions comme aujourd'hui participent aussi de son rayonnement, mais forcément, il peut y avoir des référents qui ne la connaissent pas encore, mais voilà, on essaye de diffuser au maximum. Et puis, il y a aussi un nouveau phénomène, c'est qu'il y a de plus en plus de nouveaux référents handicap au sein de CFA et notamment d'OFA, ces nouveaux organismes de formation qui… potentiellement ouvre désormais des sections d'apprentissage. Donc, le réseau aussi des référents handicap CFA s'élargit presque quotidiennement. Merci. Oui, excusez-moi, je me permets juste une question parce que vous parlez de référents de centres de formation. Est-ce que vous avez déjà été sollicité dans le cadre de la démarche Calliope? Oui. Ouais. Et vous y travaillez directement donc? Oui. Parce que moi, j'ai eu des employeurs qui viennent vers moi en me demandant des attestations ou des choses comme ça parce qu'ils veulent se mettre dans la démarche Calliope. Et oui. Il y a des employeurs qui sont centres de formation en même temps. Oui, et oui. Voilà, donc j'en profite là puisque je profite de justement, l'occasion. la formation qui est proposée donc, par la GFIP, et bon, où j'en charge aussi l'animation de ces formations, c'est justement pour aussi répondre. Alors, on n'est pas simplement dans l'objectif de répondre à tout stricto sensu aux critères de Calliope, mais quand on participe à la formation, voilà, on a les éléments d'information pour répondre aux critères, aux indicateurs de Calliope, et qui permet aussi de mettre en œuvre sa mission de référent de façon effective au sein de son organisme. Donc, ça remplit les critères. Moi, la tendance que j'aurais à donner comme réponse, c'est d'inviter les personnes référentes à venir en formation. Ce n'est pas que je veux vendre la formation, pas du tout, mais c'est que dans ces 2 jours, on voit, je pense, le principal, tous les éléments qui leur permettent de répondre aux critères. Et du coup, la meilleure démarche, c'est quoi? C'est je communique votre mail ou je donne un site ou quel est le mieux pour répondre à ça? Sur le site du Cariforef Occitanie, il y a on est référencé, il y a les dates des prochaines sessions de formation, il y a nos coordonnées et il y a même la fiche d'inscription qui peut être téléchargée et nous être directement renvoyée. Voilà, ça, le site du Cariforef peut faire ce relais. Et après, sinon, donner aussi mon numéro ou mon mail. D'accord, c'est super. D'ailleurs, je propose de transmettre, parce que dans le cadre du temps de travail qu'on a eu là tout à l'heure en sous-groupe, on nous a coupé au moment où il y a une personne qui me posait la question, mais comment vous contactez? Et je propose peut-être à envoyer, enfin, je parle sous votre contrôle, Valérie, mais à Pierre et Nathalie, peut-être le flyer RHF, où il y a à la fois le contenu de la mission et puis mes coordonnées. Avec plaisir, ouais. On pourra le diffuser, nous.
Je sais pas si. Oui, bien Bien sûr, bien sûr, sûr. ouais, tout Ça à fait, fait avec partie plaisir. des éléments. De toute façon, vous aurez tous l'ensemble des coordonnées des différents intervenants. D'accord. Et donc, bien sûr, aussi, voilà, le point de contact, en fait, pour des dispositifs tels que la RHF. Voilà, surtout que pour remarque, là, au niveau du 82, ça commence juste, en fait, le lien vraiment précis avec le CFA et la mise sous convention. Donc, voilà, c'est le moment, quoi, sur le 82 en particulier. Voilà. Je suis désolée, je vous avais prévenu, je vais être un peu rabat-joie. Oui, Il va falloir qu'on termine avec le dernier sous-groupe. Je voulais juste dire une toute petite chose, Nathalie, vraiment une seconde. Madame Bell, on pourra aussi rééchanger ensemble pour diffuser en fait de la doc, certes au travers du mailing cet après-midi, mais aussi au travers des sites internet. Je pense notamment au site du PRIT Occitanie, je pense au site internet du Handipact Occitanie. On a notamment la main sur ces deux sites internet, donc utilisons-les pour valoriser les dispositifs qui sont utiles aux uns et aux autres. Voilà. Pardon, Nathalie. Sur le prix, je pense que ça y est déjà, mais en tout cas, on vérifiera quand même. Mais je pense qu'il y avait fait. déjà eu une communication sur la RHF. Ouais. Et puis refaire une petite com, remettre le flyer, enfin voilà, remettre une petite couche. Merci. Du coup, le dernier groupe, je crois que c'était Nadine Blanc pour la GFIP. Oui, donc la GFIP, je pense que c'est un organisme qu'on ne présente plus. Mais je ne me dédouane pas la question. C'est un organisme donc, qui accompagne les entreprises dans l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Et Nadine Blanc donc, intervient dans ce domaine-là pour accompagner les entreprises. Alors, on avait aussi fait deux choses. Il y a les entreprises qui sont sous accord et les entreprises qui ne sont pas sous accord, justement. Et donc, pour les entreprises qui sont sous accord, elles s'organisent un petit peu indépendamment, mais elles peuvent faire appel à la GFIP pour des conseils, demandent des conseils. Hein. Je parle sous contrôle de Nadine, je pense. Et donc, les entreprises qui ne sont pas sous accord, elles interviennent, la GFIP intervient directement. Comment la GFIP intervient dans l'accompagnement à l'apprentissage? Donc, elle met à disposition donc, des prestations qui permettent de supprimer les freins de la compensation et, par des partenariats avec les entreprises ou les organismes de formation, et notamment aussi bien pour les organismes de formation et pour les entreprises, la GFIP a un site qui permet d'avoir les offres et de mettre en relation, enfin c'est pas tellement le terme, mais de pouvoir proposer des offres d'un côté aux entreprises et aux organismes de formation de déposer leurs offres, si j'ai bien compris. J'espère ne pas être… Je vais compléter si tu me permets, Christophe. D'accord. Reprendre. J'aime bien reprendre, d'accord. Non, je vais compléter, je ne reprends pas. Juste effectivement pour préciser que c'était une réponse notamment en fonction des participants à ce groupe, dire comment on peut identifier des entreprises quand on est organisme de formation et qu'on accompagne des jeunes en situation de handicap. Effectivement, nous avons un espace emploi où les entreprises, où nous vous invitons à publier toutes les offres d'emploi et notamment les offres en alternance et les offres d'apprentissage. Et effectivement, en tant qu'entreprise, vous pouvez gérer vos offres d'emploi. Pour les personnes qui accompagnent les personnes en situation de handicap, vous pouvez effectivement les accompagner pour répondre aux offres d'emploi, les accompagner pour finaliser leur CV, leur candidature. Donc, effectivement, on a un espace qui permet de faire du lien entre les entreprises et les personnes en situation de handicap. Je te laisse. Donc, ça va, je n'étais pas trop à côté de la plaque comme tout à l'heure. Voilà, non, mais sinon, après, on peut faire appel à la GFIP par leur biais de leur site ou directement par Nadine Blanc. Et mes collègues, du coup. Et juste peut-être pour compléter, et c'était un complément, mais Valérie en a déjà parlé dans l'introduction, c'est le fait d'avoir déployé des aides qui sont des aides majorées
pour favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap en apprentissage. Et ça rejoint un petit peu les propos qui ont été énoncés précédemment. C'est effectivement, ça permet actuellement, au regard des freins qui peuvent être liés à la crise et à un contexte particulier, mais on y reviendra aussi ultérieurement, de se dire qu'avec les aides qui sont cumulables avec les aides de l'État, de la région et qui sont cumulables avec les autres aides de la GFIP, l'embauche le frein lié peut-être à une problématique budgétaire commence à être levé avec les différentes aides et les différents accompagnements qui peuvent être proposés. Alors, ça, c'est pour les entreprises qui ne sont pas sous accord, je suppose. Ça, effectivement, toutes nos aides financières, en fait, elles sont disponibles pour les entreprises qui ne sont pas sous accord et pour les entreprises qui sont sous accord, mais atteignent le taux de 6%. Elles redeviennent éligibles aux aides financières de la GFIP. Donc, voilà. Je vais vous laisser, je vais me mettre au travail. Alors. Voilà, tout de suite. Voilà, et effectivement, on a cette aide majorée, on l'a dit, pour favoriser l'émergence de nouveaux contrats dans ce contexte de crise économique, mais on a aussi une aide de soutien aux contrats en cours, de manière là, cette fois-ci, à favoriser une pérennisation de ce contrat et éviter des abandons, des ruptures. Donc voilà, pour des… Et il y avait un terme sur ces aides, si j'ai bien compris, au 28 février 2021. Une échéance, je crois. C'est ça? Est-ce que c'est 28 février L'aide majorée, effectivement, elle est mobilisable de manière rétroactive à compter de tous les contrats qui ont été signés à partir du 11 mai 2020. Et pour le moment, la date butoir qui est envisagée, c'est fin février 2021. Merci. Bravo, parfaitement noté, Christophe. Merci. Alors, vous aurez l'occasion peut-être d'aller un petit peu plus loin, effectivement, dans les échanges. On va essayer de poursuivre justement sur ce que vient d'évoquer Nadine, sur les freins que vous pouvez avoir, vous ou vos structures, à recourir à l'apprentissage et notamment à l'apprentissage de personnes en situation de handicap. Donc, je vais vous demander de reprendre vos téléphones et on va retourner sur WooClap. Donc, si vous êtes déconnecté, c'est toujours le même code RRH19. Alors, on me dit que c'est haché quand je parle. Vous m'entendez bien? Oui. En tout cas, moi, de mon côté, c'est très fluide. Ouais, c'est parfait. De mon côté aussi, oui. OK. Donc, vous allez devoir voter parmi les 7 freins que je mets là à l'instant au tableau sur les 2 principaux pour vous ou pour votre structure. Alors, on sait bien que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas de frein et au contraire, vous êtes très mobilisés, mais que vous avez du mal à faire accepter l'idée, soit à la direction, soit au manager de proximité, etc. Donc, c'est vos freins à vous ou les freins de l'établissement ou de l'entreprise dans lequel vous vous trouvez. Ça peut être des freins liés à la situation aussi. Ah, mais complètement. C'est les freins aujourd'hui. On sait bien que c'est pas forcément, c'était pas forcément vrai il y a un an et j'espère bien que ça ne le sera plus demain. Et pour pas vous influencer, je montre pas le vote. Je garde le suspense jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de cliquer sur valider pour que vos réponses soient bien transmises à Nathalie, tout en bas de votre écran. Je vois encore des gens qui répondent, donc je vous laisse encore un petit peu de temps. Donc, vos une fois qu'on a validé, il y a marqué en attente du prochain clap. Hein. Oui. Moi, j'ai plus le code WooClap, vous pouvez me le redonner? RRH 19. Merci. C'est RRH 19 ou 109? 109. Pareil. 109. Oui. Oui. Vous l'avez sur l'écran qui est partagé par Nathalie.
vous avez le www.wooklab.com, voilà, et RRH 109. Donc, je laisse le temps au dernier votant. Allez, surprise, c'est la surprise pour moi aussi. Hein. Je ne vois pas plus que vous les résultats. Il y a 33. Le suspense est total. Total, 33 votes. Donc, ce qui revient en très, très large majorité, c'est les difficultés de sourcing avec 61%. Et ensuite, les réticences internes. Donc ça, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Vous, vous êtes convaincu, mais derrière, vous avez du mal à convaincre. Et puis après, on a peut-être assez proche, oui, même très proche, la complexité administrative. Donc, ce que je vous propose, c'est que par écrit, on répondra à l'ensemble de ces freins. En revanche, là, oralement, la GFIP et le FIP vont répondre essentiellement aux 3 principaux freins. Donc, la difficulté de sourcing, les réticences internes et la complexité administrative. Et évidemment, les personnes ressources qui ont été mobilisées dans le cadre des sous-groupes et qui ont potentiellement des éléments de réponse par rapport aux difficultés qui sont évoquées par les participants peuvent bien évidemment aider et Valérie Dodini et Marc de Dumas dans les commentaires qu'ils peuvent faire par rapport à ce sondage. Donc, Valérie, Marc, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport au premier point de difficulté qui ressort de ce sondage, à savoir les difficultés de sourcing? Qu'est-ce qui commence? Peut-être sur les difficultés de sourcing, il me semble qu'il faut rappeler le rôle et l'importance d'un acteur que sont les Cap Emploi, qui accueillent les demandes de personnes en situation de handicap en recherche d'emploi et qui peut facilement, ou moins facilement, ça dépend des situations, orienter et conseiller effectivement vers l'employeur ou vers une formation. C'est vraiment au cœur de leur mission. Ensuite, je pense que le périmètre également des écoles il y a tout un réseau qui est très structuré et qui peut apporter des candidatures aux employeurs. Je pense en particulier aux écoles, universités, tout ce qui est post-bac est généralement très bien structuré. Valérie, est-ce que vous souhaitez compléter? Oui, bien sûr. On va le faire à 2 voix avec Nadine Blanc, puisque comme effectivement, elle conseille en proximité les entreprises, elle est souvent confrontée du coup à ce type de questions. Je vais rebondir rapidement sur les propos de Marc. Effectivement, pour moi, par rapport à ces difficultés de sourcing, la clé, en fait, c'est l'élargissement du sourcing. Parce que en tant que référent de handicap, vous connaissez certains acteurs, vous avez construit une proximité avec eux. Bien sûr, il y a l'incontournable du réseau Cap Emploi, c'est un réseau de placement spécialisé, et donc, qui, bien sûr, n'accompagne que des personnes en situation de handicap. Donc, c'est déjà l'assurance. Là, il n'y a pas de questions de discrimination sur l'offre. On peut partager avec eux ces offres assez facilement. Mais il y a bien sûr aussi Pôle emploi. Ça semble être une évidence, mais malgré tout, pour certaines entreprises, il y a encore un réflexe, si c'est handicap, c'est Cap Emploi, et alors que pour tous mes autres recrutements, je vais passer par Pôle emploi. Donc ça, il faut vraiment qu'on cherche des personnes en situation ou non, s'adresser aux 2 réseaux, c'est un incontournable. Et puis, il y a cet élargissement, ce sera simplifié par les travaux en cours sur le rapprochement des offres d'intervention d'ailleurs de Cap Emploi et de Pôle emploi très bientôt. Après, c'est l'élargissement. Alors, comme l'a dit Marc, auprès des grandes écoles, des universités, si vous recherchez des profils un peu plus qualifiés, mais d'une façon générale, même directement auprès des organismes de formation en général, auprès des CFA bien sûr,
parce que il y a aussi malgré tout, je citais CFA, parce que malheureusement, dans certains cas de figure, il y a des personnes qui ont abandonné en cours de contrat. Et le CFA peut identifier des personnes susceptibles de se réengager dans une autre démarche avec un nouvel employeur. Et les organismes de formation sont aussi un lieu où vous pouvez trouver non seulement des personnes en situation de handicap, mais avec des compétences de fait actualisées très récemment, puisqu'ils viennent de sortir d'une formation. Donc, tout ça, ça participe à cet élargissement. Forcément, si vous cherchez des publics plus jeunes, il y a un intérêt à s'adresser aussi aux missions locales. Malgré tout, il y a des partenariats avec la PEC. Il faut passer par les sites emploi. Donc, on vous a parlé de notre espace emploi. C'est aussi une façon de pouvoir élargir votre sourcing. Je te laisse compléter, Nadine. Ah ben, déjà, tu as effectivement dit l'essentiel, mais bien entendu, on a entendu parler le CFAS qui accompagne les personnes et qui peuvent parfois les accompagner dans la recherche de nouveaux contrats. Donc, M. Massuyo pourra peut-être compléter également. De la même manière, effectivement, plus globalement, c'est vrai que quand on parle de difficultés de sourcing, la plus-value, c'est comme le disait Maïté Abellan, concernant les personnes en situation de handicap, ce qu'il faut avoir en tête également, c'est qu'il n'y a plus de limite d'âge et le frein pour l'embauche en alternance et en apprentissage, elle est levée aussi par la limite d'âge et on a des personnes qui peuvent avoir des compétences transférables et de fait, potentiellement, effectivement, par rapport à un profil recherché, pouvoir amener une personne à se qualifier en complément déjà de l'expérience qu'elle a pu acquérir et peut-être de la même manière, effectivement, quand on parle de difficultés de sourcing, ça permet en embauchant une personne en situation de handicap, de trouver une personne qui a déjà un minimum de bagage de compétences et d'expérience pour l'amener après à obtenir une qualification qui sera aussi en adéquation avec les métiers de votre entreprise. Mais après, réellement, en termes de sourcing, effectivement, tu as listé les principales structures qui peuvent accompagner et pourvoyer effectivement des personnes en situation de handicap aux entreprises. Alors, pardon. Pardon, si je peux me permettre de rajouter, pour compléter Madame Blanc, concernant les CFA, il y a une filière qui s'appelle prépa-apprentissage, qui permet en fait de finir d'élaborer des projets professionnels, alors là, qui s'adresse à un public jeune, pour le CFS, des jeunes en fragilité ou en situation de handicap, mais dans les autres CFA, ça existe aussi pour des jeunes qui ont 16 ans, mais ça va jusqu'à 29 ans, et sans limite d'âge en situation de handicap. Et là, on est sur la définition de projet et on est aussi sur de finaliser des signatures de contrats d'apprentissage. Sur Toulouse, nous, on a une soixantaine de jeunes sur Toulouse et le Tarbes qui sont rentrés sur nos formations et qui, là, ont eu l'année pour élaborer les projets et trouver des employeurs. Tout à fait, c'est des projets qui sont montés avec les OPCO, justement. Alors justement, c'est là-dessus que je voulais rebondir, effectivement. Alors je parle au sein de certaines branches. Hein, le handicap est une thématique qui est traitée depuis pas mal d'années. Ce que l'on a pu constater, au moins dans le secteur de la propreté, c'est que lorsqu'on identifie très en amont des parcours et des modules d'insertion qui vont du job dating jusqu'à la préparation à l'alternance, hein, on a mis en place des actions préparatoires à l'alternance pour un public en situation de handicap. On se retrouve avec des taux assez intéressants d'insertion de publics handicapés dans les entreprises. Donc, plus on prépare l'amont de l'emploi et plus on accueille un nombre intéressant de personnes en situation de handicap, puisque globalement, la branche, elle doit être aux alentours de 7% de publics en situation de handicap. Mais c'est vrai que c'est ce travail en amont et pas uniquement, comme le disait Valérie Dodini, avec les Cap Emploi, on associe l'intégralité des partenaires qui identifient le public demandeur d'emploi, donc c'est Pôle emploi, les missions locales, etc. Plus on fait large au début, on travaille vraiment en entonnoir pour amener la meilleure solution possible et surtout un emploi, une insertion durable. Tout à fait. Le deuxième frein, donc, c'était les réticences internes. Est-ce que Nadine, vous voulez intervenir en premier ou Valérie?
Excusez-moi, je voulais juste compléter. On donnera la parole à Cap Emploi, peut-être qu'il rajoutera quelque chose. Mais sur la région, on a aussi des forums spécialisés de recrutement. Il faut l'avoir en tête. Un forum en alternance d'ordinaire, hein, puisque cette année, en plein confinement, il a dû être annulé, mais qui vous permet quand même de trouver là aussi des profils en situation de handicap. Et on aura, on l'espère, on va voir comment on peut l'organiser, un forum handi en recrutement le 10 novembre. Donc j'espère qu'on pourra le faire en présentiel. Bon, mais sinon, on essaiera de trouver d'autres modalités. Voilà. Et Handi Job sur Montpellier. Enfin, on a sur la région Occitanie des forums spécifiques là aussi qui peuvent vous permettre de trouver des profils. Pardon, allez-y. Ouais, je vais me permettre une remarque quand même. Alors, Maïté, tu m'appuies ou pas. Donc déjà, effectivement, sur les apprentissages, c'est vrai que la référence, elle est quand même au niveau des employeurs, globalement, public comme privé. C'est un public jeune quand même pour les employeurs. Ils ont du mal à s'ouvrir quand même sur les gens un peu plus âgés. Ça, c'est quand même une réalité. Et après, c'est vrai que la réalité du Cap Emploi, c'est quand même globalement d'avoir un public qui est quand même de plus de 50 ans à plus de 50% quand même. Donc, la population jeune reste très rare au niveau des effectifs Cap Emploi quand même, hein, globalement, puisque soit ils sont en mission locale, soit ils sont dans des instituts aussi. Il y a beaucoup d'instituts où ils ne sont pas encore demandeurs d'emploi quand même aussi. Je le vois parce que nous, on se rapproche de plus en plus des CFA. Et en fait, on voit que les gens qui ont fait de l'apprentissage par le biais des CFA ne sont pas accompagnés par Cap Emploi et ne sont même pas demandeurs d'emploi. Donc, c'est important aussi de dire ça parce que c'est du public aussi qui est souvent accompagné par des instituts. Et après, au niveau des employeurs, la référence à l'apprentissage, voire l'alternance, n'est pas un réflexe lié au handicap. C'est-à-dire que quand on a un besoin en recrutement alternance, quel qu'il soit, on pense rarement qu'une personne travailleur handicapé peut le faire. Donc, c'est quand même important parce que moi, j'amène cette idée-là et je me confronte à des contrats en alternance qui ont déjà été réalisés avec des personnes sur du tertiaire et sur ça. Et après, c'est globalement dans les offres fonction publique, on a souvent quand même des métiers physiques qui sont proposés à l'apprentissage. Et on est en lien aussi, enfin en difficulté, notamment dans le territoire qu'on a dans le 82, on a peu de CFA. Quand on compare par exemple avec le 81, il a plus de 22 CFA, quand nous on en a 5. Donc ça aussi, ça limite. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dépendant aussi de l'offre de formation. On poursuit ? Oui, ben, du coup, effectivement, concernant les réticences internes, Sébastien a fait d'une certaine manière un peu le pont. C'est vrai qu'il peut y avoir une réticence. Alors, la connaissance, elle peut être à plusieurs niveaux. Effectivement, une méconnaissance des dispositifs. Alors, des dispositifs d'accompagnement. Donc, déjà, on a présenté le panel de tous les accompagnements et aides qui peuvent être mobilisés. Donc, c'est un moyen déjà de lever certaines réticences. Réticence à se dire que vous n'êtes pas seul pour accompagner et pour accueillir une personne en situation de handicap. De nombreux partenaires sont là pour vous accompagner. Également des aides financières pour faciliter l'embauche, mais tout l'accompagnement que peut aussi proposer le FIPHFP et la GFIP en termes de sensibilisation, en partenariat également avec nos partenaires que peuvent être Cap Emploi ou Nathalie Baïd de la RHF, pour effectivement informer les référents handicap, sensibiliser les référents handicap, tant aussi côté formation que côté entreprise, à lever déjà les idées reçues sur le handicap, bien que si vous êtes ici dans le cadre du RRH, vous avez déjà un premier niveau de connaissance, mais malgré tout, c'est peut-être vous accompagner pour sensibiliser le collectif de travail au plus près sur effectivement les idées reçues en matière de handicap. Également, ce qu'il faut ne pas oublier quelque part, c'est que l'embauche d'une personne, d'un apprenti en situation de handicap permet de répondre à l'obligation d'emploi sans venir impacter l'effectif de l'entreprise. Donc, c'est aussi quand même quelque chose qui peut être pris en compte parce que c'est une réponse à l'obligation d'emploi.
augmenter l'effectif d'assujettissement. Et ça peut être pour des entreprises plus importantes également une réponse aux obligations légales en termes d'accueil des alternants. Donc ça, c'est peut-être déjà un premier niveau de réponse. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite compléter. Alors peut-être que, en tout cas pour aller dans ton sens, c'est vrai que les réticences, elles sont souvent liées à une relative méconnaissance aussi. Parce qu'effectivement, d'où l'importance des sensibilisations en interne, permettant de convaincre aussi toute la chaîne de recrutement. Parce que parfois les RH, alors les référents que vous êtes sont convaincus, potentiellement l'équipe RH dans sa globalité est sensibilisée. Après, suivant l'autonomie qui est donnée dans vos structures à des managers de proximité sur les recrutements, eux peuvent ne pas avoir été sensibilisés, voire avoir de représentation, et du coup se dire non, l'apprentissage pour une personne en situation de handicap, c'est pas possible parce que le rythme est trop exigeant, etc. Donc, il faut aussi pouvoir diffuser en fait à toutes les personnes qui peuvent avoir une responsabilité sur cette chaîne de recrutement. Ça, c'est très important. Et puis aussi, faire tomber, comme le disait Nadine, les idées reçues. C'est-à-dire que oui, en France, apprentissage, c'est jeune, mais malgré tout, parfois, c'est aussi associé à… Ça va être compliqué parce que justement, ils sont jeunes et qu'ils ne sont pas stables, ils ne connaissent pas les règles de l'entreprise, ils vont arriver en retard. Alors que sur notre public qui est plus âgé, entre guillemets, et qui justement est passé par différentes expériences professionnelles, et ben, au contraire, il va y avoir une capacité à acquérir de nouvelles compétences plus rapidement, peut-être, à être plus fiable par rapport au présentéisme, au respect des règles internes, etc. Mais pour convaincre, il faut aussi informer justement sur cette réalité. Donc, c'est vrai que c'est très important. Voilà. Après, il y a juste une dernière remarque, c'est qu'au niveau du public lui-même aussi, il y a pas mal de réticence aussi à se projeter dans l'alternance. Donc, c'est vrai que c'est un gros travail en fait de sensibilisation des Cap Emploi notamment et du Pôle Emploi aussi pour amener les gens à l'alternance. Il y a beaucoup de blocages et quand même l'un des gros freins, on ne va pas le mettre de côté quand même, c'est la rémunération au niveau de l'apprentissage, qui peut être quand même un frein important au niveau des candidats. Donc, c'est ça aussi qu'il faut aussi amener et idéalement pour les employeurs d'essayer, en bénéficiant des aides d'un côté, d'augmenter la rémunération qui permet, nous, d'obtenir des alternances. Et notamment, j'ai eu le 81 qui m'a parlé de ça, qui a même dans ces simulations, en fait, non pas, c'est pas arrêté à la rémunération obligatoire, parce qu'il n'y a rien, on peut toujours payer plus que ce qui est obligatoire dans l'alternance, parce que l'employeur peut-être le sait pas. Et donc, ce qui est important, c'est on peut le faire et on peut avoir des simulations en payant à 80% du SMIC, voire le SMIC, et se retrouver avec une marge restante, un coût restant relativement faible aussi. Surtout que là, aujourd'hui, c'est vrai que tous les financements, ça fait une année blanche, quoi. Donc, mais en même temps, je reviens aussi, et après j'arrête, je reviens aussi sur le fait que si on embauche pour les aides, c'est mort. Voilà, moi je dis ça clairement. C'est-à-dire que si c'est uniquement une embauche pour les aides, il y aura de la déception à un moment donné au niveau des personnes. Parce qu'en général, le public il va nécessiter quand même un accompagnement spécifique et on risque d'avoir de la déception. Voilà. Pour le FIP, Marc, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Non, écoutez, ça me semble totalement complet. Je ne vois pas trop ce que je pourrais rajouter. Nous avons une petite question de Yannick Bozy du centre hospitalier de Bagnoles qui réagissait par rapport à la remarque formulée tout à l'heure par Madame Nadine Blanc, si je ne dis pas de bêtises, qui nous demande si la réponse à l'obligation d'emploi sans impact sur l'effectif est-elle également valable pour la fonction publique hospitalière. Donc, en gros, le fait d'avoir un apprenti en situation de handicap, est-ce que l'avantage est le même dans la comptabilisation de l'effectif bénéficiaire de l'obligation d'emploi sans impact sur l'assiette de l'effectif d'assujettissement? Et donc, la réponse, alors je me permets de la donner, mais et je parle sous votre contrôle, bien évidemment, Marc, Valérie, Nadine. Pour moi, la réponse est oui. Effectivement, c'est les mêmes logiques, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Quand vous avez un apprenti en situation de handicap dans vos effectifs, il compte dans vos fameux 6%, dans l'effectif bénéficiaire de l'obligation d'emploi,
mais n'est pas comptabilisé dans ce qu'on appelle l'effectif d'assujettissement, à savoir donc l'effectif à partir duquel est calculé le nombre de personnes à comptabiliser pour atteindre les fameux 6%. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair comme réponse. On est un petit peu en retard, mais on a quand même le temps de faire le troisième point rapidement, puisque je pense que là, les arguments sont quand même assez simples. Le frein qui serait les démarches administratives, la phobie administrative, non, la peur des démarches administratives pour le montage du dossier. Est-ce que Marc, vous voulez répondre? Je ne suis pas la personne la plus compétente pour répondre, je dois avouer. Donc, il vaut... Allô? Oui. Donc, on va peut-être laisser Nadine. Il y a quelqu'un qui dit allô. Quelqu'un qui veut parler, oui. Je crois que c'est Monsieur Lacaze. Au revoir. Ah, au revoir. Pas de problème, Monsieur Lacaze. Merci beaucoup. Ah non, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, je prenais juste un appel personnel. Désolé. Parce que comme j'ai enlevé mon casque pour le mettre dans mon casque de téléphone, donc c'était pas pour vous. Excusez-moi. Donc vous restez avec nous, Monsieur Lacaze, alors. Oui, je reste avec vous. Bon, super. Donc, nous avons déjà répondu en partie, effectivement, en fonction de qui accompagne, bien entendu, la complexité administrative. Il y a eu une simplification des CERFA. Donc là, je pense que peut-être Madame Meilleroux est plus à même aussi de répondre par un circuit administratif qui a été allégé pour la signature d'un contrat d'apprentissage. Et de la même manière, pour signer le contrat et pour vous accompagner, et nos partenaires sont là, le Cap Emploi est là, et après pour mobiliser les aides qui sont complémentaires, bien entendu, chaque structure vous accompagne pour simplifier et de cette manière-là, moi je vais parler plus particulièrement pour la GFIP. C'est vrai que nous avons accéléré par la situation de crise sanitaire, déployé la possibilité effectivement de dématérialiser les demandes d'aide, notamment d'aide directe, et il est possible de nous les transmettre uniquement par mail, accompagné d'éléments quand même qui permettent la prise de décision. Mais globalement, effectivement, il y a une simplification et une dématérialisation pour la mise en place des contrats d'apprentissage. Merci. Donc, Madame Meilleroux, vous voulez compléter le circuit? Oui, effectivement, le but premier, c'est de sécuriser l'engagement de l'OPCO auprès des entreprises et donc sécuriser le financement. Derrière, quand même, il faut savoir que c'est un CFA qui est impacté. Donc, simplifier les démarches et sécuriser le financement, c'est vraiment la mission première de l'OPCO, de façon à ce que l'intégration de la personne en situation de handicap se passe le mieux possible. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de poursuivre par le témoignage. Je pense que notre jeune apprenti qui va démarrer ce témoignage est très impatient. Peut-être pas très rassuré, mais très impatient. Je vais vous demander à tous d'être indulgents parce que c'est pas simple voilà, de témoigner. Du coup, je pense qu'il est au CFAS. Tout à fait, bonjour. 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 Bienvenue, donc Daniel. C'est bien ça, oui. Donc Daniel fait son apprentissage au sein d'un Carrefour Express à Toulouse. C'est bien ça. Et on entendra du coup également son référent de parcours, Monsieur Laguna, c'est ça, c'est vous-même. Et puis on aura également l'employeur enfin la tutrice qui est Nora Benadou. Je ne sais pas si elle est connectée déjà. Non, a priori peut-être pas tout de suite. Normalement, elle est connectée. Il faut qu'elle active son micro, la caméra. Bon. Donc, et oui, elle est avec nous. Super, parfait. On la salue d'ailleurs. La caméra est normalement en train de s'activer, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va commencer avec vous, Daniel. Déjà, peut-être première question, comment vous avez trouvé ce contrat d'apprentissage et puis nous dire en quelques mots ce que vous faites au sein du Carrefour Express. Cet apprentissage, je l'ai trouvé en faisant un stage ici.
Oui. Ce qui m'avait beaucoup aidé. Du coup, j'ai apprécié ce stage comme je l'avais apprécié. Et après, par une aide du CFA, vu que j'étais à Jean Lagarde avant, école spécialisée, Oui. et de quelqu'un du CFA avait appelé l'employeur. Et oui, du CFAS, excusez-moi. CFAS. Et du coup, il avait parlé avec mon patron, qui est actuellement mon patron, et qui a été d'accord de me prendre. D'accord. Et vous faites quoi du coup exactement au sein de Carrefour? Je fais à peu près tout. Je suis en caisse, je suis en rayon, je mets les produits en rayon. Donc, Et, équipe polyvalent. Et ça se passe bien, vous êtes content? très content. Puis, je regrette pas du tout. Allô, excusez-moi, je vous coupe, j'ai eu un petit souci de micro. Je suis de retour, je suis la responsable de Daniel. D'accord. Je suis mademoiselle Benadou Nora. Donc voilà, je reprends parce que je suis désolée, j'ai dû quitter et revenir. Il y avait un petit souci de micro, donc voilà. Pas de souci. Pas à la maison. Mais on vous entend très bien. Ouais. Bon, super. Bonjour Nora. Bonjour. Bon. Rebonjour. Rebonjour. Rebonjour Daniel. Daniel, pourquoi vous avez choisi de faire une formation en apprentissage? Vous auriez pu décider de passer un diplôme en formation initiale de manière plus classique. Pourquoi vous avez choisi cette option? Parce que personnellement, j'apprenais en faisant ce que j'aime. C'est-à-dire que comme j'étais sur le terrain, comme je faisais ça, j'apprenais mieux. Et pour moi, en tout cas, c'était le bon choix à faire. D'accord. Pour être à l'école toute la journée et ne pas mettre en pratique, c'est moins intéressant pour vous. Vous préférez travailler à mi-temps, enfin avoir une partie travail et une partie à l'école plutôt que… Oui, voilà, exactement. Ok. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter ou comment ça se passe au quotidien avec Nora, votre tutrice, ou dans l'entreprise? Vous êtes jeune, est-ce que vous êtes bien accueilli? Je suis bien entouré, oui. Car c'est avant tout, on est une équipe, mais on est aussi une sorte de famille. Et qu'on on s'entend tous bien les uns les autres. Et que il y a une bonne harmonie dans le groupe. Dans le groupe. Super, ça fait envie. Monsieur Lagouin, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle, comment vous avez accompagné Daniel? Alors, concrètement, enfin, je vais reprendre ce que dit Daniel, c'est ce facteur, ce critère de l'intégration dans l'entreprise est déterminant, c'est-à-dire que les modalités d'accueil de la personne en situation de handicap, la prise en compte des besoins de compensation, des adaptations à mettre en place sont vraiment le moment clé, hein, le moment clé de la construction du parcours. Et nous sommes revenus récemment là-dessus avec Nora, vraiment, peut-être qu'elle en dira deux mots, qui me redisait comment ils avaient accueilli Daniel, comment ils avaient sécurisé les choses avec notre appui pour que finalement ils puissent rapidement prendre des repères, trouver une place, se sentir accueillis, au-delà de la question des compétences et de la performance. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé. En tout cas, c'est ce à quoi j'ai été vigilant avec lui dans la mise en œuvre. Et alors, bon, Daniel étant un garçon qui a des capacités naturelles de compensation, on va dire, des stratégies qui sont vraiment très efficaces, il a eu beaucoup de mal, mais j'ai envie de dire que peu importe, c'est-à-dire que s'il avait eu davantage de difficultés, l'important était là. C'était la prise en compte de ses besoins. C'est vraiment là-dessus que l'accent a été mis. Ça s'est fait assez aisément puisqu'il était en formation
première année d'apprentissage adapté au CFAS. Donc, le lien avec la formation et l'entreprise s'est fait aussi de manière très fluide. Et bon, c'est un peu notre fonction, hein, référent de parcours. Et on en est arrivé finalement là à préparer la transition vers le CFA de métier en associant précocement le CFA, en repositionnant des objectifs avec l'employeur. Enfin, un bel exemple de partenariat. On peut dire que votre rôle principal, ce serait de mettre du lien. C'est de mettre du lien, c'est de la médiation, c'est de mettre des mots sur les situations, de mettre en lumière, en évidence des besoins non formulés, mais d'abord d'aider l'apprenti à les formuler s'il le peut lui-même, le plus possible, à être vraiment le plus en avant hein, dans cette aventure. Alors voilà, selon les types et les degrés de handicap, bien sûr, ça demande un ajustement, ça demande un accompagnement très spécifique, hein, individualisé. Je pense que c'est l'essentiel. On va peut-être donner la parole du coup à Nora Benadou, sa tutrice, votre tutrice, Daniel. Oui. Oui, on vous entend. Merci. Oui, alors, bon voilà, je suis la responsable adjointe de M. Benvenuto, le patron à Daniel. Je suis sa tutrice à Daniel. Il a commencé par un stage chez nous qui s'est très très bien passé, qui par la suite on a recruté avec cette école. Et au début, c'était un peu, bon, il fallait un temps d'adaptation. Il a fallu qu'on l'observe, qu'on voie ses besoins. Ça s'est passé au début assez difficilement, mais il a réussi à tout surmonter. Franchement, il a fait une très très grosse évolution au sein de l'entreprise parce que le travail qu'il fait, n'importe quel autre employé le fait, si ce n'est mieux. On a une certaine... on est tellement... comment vous expliquer on a une complicité que c'est comme l'a dit Daniel, on fait partie pratiquement d'une même famille. On a une aisance entre nous, on est très complices. Le patron a voulu instaurer ce lien de confiance entre nous et d'aisance pour que le travail se passe correctement. Parce que bon, quand on est dans un niveau de stress ou d'exigence du patron, bon, il y a une exigence. Juste 2 secondes, il y a beaucoup de bruit. Peut-être, Monsieur Laguna, votre micro. Je ne sais pas si c'est ça qui fait écho ou si c'est le fait que... Peut-être moi, parce que je suis à l'extérieur, je n'ai pas pu être à l'intérieur. Je suis désolée. On vous voit effectivement en mouvement. On en profite pour visiter avec vous. Voilà. Je suis désolée, je suis partie boire un verre avec des amis, donc c'était prévu. Mais bon. Donc voilà, donc je vais vous expliquer. Je vais essayer de rentrer peut-être ici pour avoir moins de bruit. Excusez-moi. C'est pas très pratique, j'avoue. Ça s'appelle les capacités d'adaptation c'est ça. Et d'analyse des besoins. Comme je vous disais, il y a une certaine complicité qui s'est instaurée. Et du coup, Daniel a pris confiance en lui. Et surtout, cette confiance l'a mené à beaucoup plus de tâches et on a réussi à... Excusez-moi, je suis un peu stressée. On a réussi à avoir ses besoins, savoir ce qu'il attendait de nous et nous, ce que l'on attendait de lui. Et au final, ça se passe super bien. Il est très à l'aise au boulot. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il sait que s'il a un souci ou quoi que ce soit, on est là pour l'écouter. Et voilà, Daniel, je pense que... Je ne pense pas, Daniel. Il vous a fait un très beau compliment, en tout cas. Il a dit qu'il est aussi un peu une famille. Donc, en fait, on est une équipe assez soudée. Donc, le patron a voulu créer une complicité entre nous pour plus d'aisance dans le travail, quoi.
Je sais pas comment vous... J'aurais une question peut-être pour les participants donc, qui sont référents handicap de leur structure. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner pour développer le recrutement d'apprentis ou pour convaincre les managers qui sont un peu réticents? Ben, nous, de notre côté, on a été plus dans la taquinerie, on a été plus dans l'observation. On a beaucoup observé Daniel pour voir les besoins dont il avait. Je suis désolée, je suis avec elle. Merci. Excusez-moi. Donc voilà, donc on a observé énormément Daniel pour voir ses besoins. On a mis en place certaines choses. On a essayé de lui répéter plusieurs fois parce qu'au début, c'était plus dans l'oubli. Il oubliait souvent. Il ne faisait pas très attention à ce qu'il faisait. Il oubliait souvent. Et on l'a repris tout doucement avec le temps. Il a réussi à progresser de ce côté-là. Maintenant, il sait ce qu'il a à faire le matin. On n'a même plus besoin de lui dire quoi que ce soit. Il est directement, il connaît toutes ses tâches à faire sans qu'on lui demande quoi. Donc pour nous, ça a été, franchement, ça a été une très très grosse évolution de son côté. Est-ce que c'est le côté familial qu'il y a eu dans l'entreprise? Je pense. Parce qu'au début, il était un peu trop stressé. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que moi, je ne vous entends pas très très bien. C'est la patience et la confiance qui voilà. le conseil à donner. Oui. Et le lien aussi. Il y a eu un lien assez fort. Et c'est ce qu'il a mis en confiance. Je ne sais pas si vous comprenez. Le fait d'être un peu taquin avec lui, ça l'a mis plus à l'aise, on va dire. Ouais, et puis du coup, ce que j'entends dans votre témoignage, c'est aussi que ça lui a permis de se sentir très vite bien intégré à l'ensemble de l'équipe. J'ai l'impression que très vite, tu as réussi, grâce à tes managers, à ta tutrice, à vraiment t'intégrer dans cette nouvelle famille. Ouais, tout à fait ça, on l'a intégré. Il y a eu aussi, excusez-moi, Daniel, il y a eu aussi pas mal de sorties effectuées avec le patron, des pique-niques, des sorties, on a fait plusieurs fois, on a fait du chant aussi, pas mal de sorties avec le patron pour mettre toute l'équipe ensemble en confiance et souder, quoi. C'est ce qui nous soude en fait. D'accord. En tout cas, je ne sais pas si tout à l'heure tu as entendu, on parlait, Daniel, de parfois la difficulté à convaincre des entreprises, à embaucher des apprentis, etc. Mais parfois, nous, on se retrouve aussi confrontés à la difficulté de convaincre des jeunes d'aller vers l'apprentissage. Donc, on va te prendre en ambassadeur de l'apprentissage parce que typiquement, quand tu nous dis que tu apprends en faisant ce que tu aimes, c'est le meilleur des messages à passer. Hein. Et bien, franchement, il le mérite parce qu'il a eu une très, très grosse progression. Ouais, on voit ça. Et d'ailleurs, le patron en est très, très content. D'ailleurs, il le félicite assez souvent. Le matin, il ne demande que l'avoir à lui parce qu'il sait ce qu'il a à faire. Comme je vous ai dit, il fait mieux le travail que d'autres employés. Donc, si le patron le réclame le matin, c'est qu'il sait qu'il peut compter sur lui. Je préciserai juste que le contexte d'activité de Daniel n'est pas tout à fait raccord avec ses besoins, c'est-à-dire du temps, du calme pour se concentrer. Voilà, c'est juste l'inverse. C'est une ruche, c'est extrêmement speed. D'ailleurs, vous voyez, Nora ne s'arrête jamais de marcher. Hein. Elle reste dans le rythme du travail. J'ai travaillé ce matin. Je la taquine. Mais voilà, c'est quand même un contexte extrêmement difficile, hein, une réalité de travail qui est exigeante. Et moi, le seul mot que je voulais rajouter à ce que vous disiez pour répondre aux questions, il n'y a pas de compétences particulières à attendre d'un employeur, il y a juste un engagement et une capacité à se mettre à l'écoute, à être attentif à ce qu'amène, à ce qu'est la personne rencontrée. C'est vraiment une histoire humaine. Je pense que tout ce que vous disiez autour du lien et de la façon de faire vivre le lien dans l'équipe est essentiel. Et, ça y joue énormément. Meilleur facteur d'intégration. C'est ça. Au-delà des accompagnements techniques que l'on peut prodiguer de part et d'autre.
la personne est plus à l'aise, quoi. Elle est plus à l'aise et elle est moins stressée et donc elle fournit plus, quoi. C'est exactement ce qui s'est passé avec Daniel. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup tous les trois. Je vous en prie. En particulier Daniel, parce que l'exercice n'était pas forcément évident. On n'a pas hésité longtemps. Et puis la disponibilité aussi de Monsieur Massouillot qui nous a organisé tout ça avec des changements de dernière minute, etc. Donc, merci au CFAS. Je tiens à m'excuser Désolée, j'ai pas pu prévoir autrement. Non, mais on vous a... voilà. Merci d'avoir été là. Je vous en prie. Passez une bonne journée. C'est avec plaisir. Pour Daniel, comme j'ai dit, pour Daniel, il n'y a pas de souci. Au revoir. Merci beaucoup, Nora. On va vous laisser conclure. Au revoir. Au revoir. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pierre, je te laisse poursuivre. Après ce témoignage, ce n'est pas facile parce que c'était un peu d'émotion. Donc voilà, on va se remettre dans les tout à fait. Eh bien, quoi de mieux pour se remettre sur le droit chemin de notre présentation qu'un petit WooClap de nouveau. Donc, on vous propose de retourner sur vos téléphones ou sur votre onglet de navigateur pour continuer à réfléchir ensemble. Et là, en l'occurrence, on voudrait vous demander en un mot, si vous le pouvez, de résumer une bonne pratique, quelque chose qui vous semble intéressant, un argument que vous retenez, qui pourrait faire mouche dans votre structure pour convaincre en interne d'accueillir un alternant en situation de handicap. Donc voilà, un mot-clé, une bonne pratique, une idée lumineuse qui vous semble opportun de partager pour convaincre. Donc rendez-vous sur le WooClap. Nathalie, je pense, est en train, et voilà, c'est à disposition. Une bonne pratique, une bonne idée pour convaincre. Là aussi, je garde le suspense, mais il y en a déjà 5 qui jouent, qui ont joué. Et vous pouvez bien évidemment mettre plusieurs mots-clés si vous avez plusieurs bonnes idées à partager. « 16 idées, 18, oulala, ça avance. Ça fuse. » « 23. 25. Ah, mais ça monte encore, donc je ne vais pas arrêter tout de suite. 29. Vous avez beaucoup d'énergie à dépenser. 30. 32. En tant que ça marche, on va garder. Laisser un petit peu de temps. 33, 34. 35. 37. 38. On se croirait à un jeu télévisé. C'est un peu ça. Bon, 39, 40. Allez, on va s'arrêter là. Je vais montrer le résultat. Petit bug. Et si tu cliques, Nathalie, sur la diapo d'après? Non. Non. Normalement. Ah, mais oui, tu les as peut-être à gauche. Tu vois, tu as trois petites bulles sur l'écran où tu étais juste avant. Tu as 3 petites bulles à gauche. Tu vois, je pense que tu peux classer. Enfin, c'est une manière de présenter les résultats. Voilà. C'est juste. Voilà l'image de mots, toutes vos idées. Ouais, alors c'est difficile de faire des tris, hein. On va y aller à plusieurs voix.
Les deux éléments qui reviennent a priori le plus souvent sont les arguments financiers, avec effectivement un panel d'appui, d'aide, de montants qui sont susceptibles de limiter l'impact financier pour l'employeur. Et puis, par contre, le mot qui revient le plus, c'est la question des compétences. Donc, c'est d'ailleurs rassurant que ce soit ce terme-là qui ressorte prioritairement. Et en fait, c'est plutôt ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même beaucoup de mots positifs qui ressortent, bon, fort heureusement, parce qu'il s'agit de convaincre, mais quand même, on retrouve les enjeux, les termes d'accélérateur, les termes d'inclusion, les termes d'accompagnement, les termes de relation, de transfert de compétences, les talents de demain, ça c'est quand même un joli terme, je ne sais pas qui l'a utilisé, le terme de sourire. Ça, c'est marrant. Mais en tout cas, on voit que finalement, dans ce nuage de mots, il y a plusieurs éléments qui ressortent. Finalement, si on essaie de faire des regroupements un peu rapides, il y a les arguments en termes de montée en compétences et d'apport de compétences pour l'organisation, pour l'entreprise, pour l'employeur. Il y a l'enjeu de responsabilité sociale et sociétale de la part de l'employeur qui, en accueillant et en intégrant une personne en situation de handicap, s'engage auprès de cette personne. Et puis il y a finalement le volet un petit peu oui, je pourrais dire financier, enfin montage un peu global, c'est-à-dire le montage financier, le montage en termes de partenariat, le montage en termes de dossiers, qui fait que il y a aussi la structure aujourd'hui qui existe et qui permet en fait de mettre en place les passerelles de manière un peu plus simple et un peu plus lisible que ça ne pouvait l'être par le passé. Bon, si on essaye de faire une classification un peu à la volée des différents termes qui ressortent. Je ne sais pas, Nathalie. Oui, si. C'est pas facile. Ça m'allait. On vous les présentera de toute façon aussi dans la restitution. Peut-être qu'on les organisera un petit peu. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la notion de tremplin. Et puis aussi de l'enrichissement de chacun. Hein, c'est que c'est un process qui est gagnant-gagnant et pour l'employeur et pour la personne en situation de handicap. Tout à fait. On va donner la parole à Madame Abellan de Cap Emploi. Oui. Effectivement, vous m'aviez demandé quelles étaient les bonnes pratiques pour la construction d'un process, pour du sourcing et de l'intégration. Donc, je dirais que pour que les choses fonctionnent, c'est la confiance qui va passer en premier et la réponse à la demande. Donc, la première des choses, ça va être de rencontrer les employeurs qui recherchent un ou des alternants, analyser sa demande et aller visiter le poste qui est proposé, voir si des aménagements seront nécessaires pour certains types de handicap. Ensuite, on va mettre en place un processus de recrutement, soit individuel, soit en groupe, et on va présenter ces candidatures que nous avons, alors tout à l'heure je le disais, nous accompagnons un tiers des personnes en situation de handicap, donc forcément on se repose, quand je dis on, c'est tous les Cap Emploi bien sûr, on se repose sur un réseau de partenaires qui sont identifiés à l'avance, les universités, les centres de formation, Pôle emploi bien sûr, et on essaye de mettre en place des informations collectives pour pouvoir présélectionner des candidats qui correspondront vraiment à la demande de l'employeur. Ensuite, on va voir aussi quel va être le besoin en termes de mise en place. On va peut-être proposer à l'employeur des prestations type un jour un métier, un stage. On va peut-être passer par le DUOD aussi pour permettre à l'employeur de se rendre compte de la réalité. Souvent, on imagine une personne en situation de handicap pas forcément comme elles sont réellement. Et donc, c'est important de faire rencontrer les personnes avec les employeurs et si possible de les mettre
sur le poste de travail, ne serait-ce qu'une journée, pour qu'ils se rendent compte qu'effectivement, cette personne ne correspond pas aux idées qu'ils pouvaient avoir. Ensuite, tous les partenaires vont être sollicités pour pouvoir justement apporter les meilleures candidatures. On va s'occuper aussi de l'aménagement du poste, c'est primordial, mais pas seulement chez l'employeur, aussi dans l'organisme de formation. Une personne qui a mal au dos, si elle a un poste chez l'employeur qui est sécurisé, mais qu'il n'est pas sécurisé et qu'elle est sur une chaise en bois dans un centre de formation, au bout d'une semaine ou 2 semaines, elle va abandonner parce que ça n'aura pas été prévu et c'est important. Donc, il y a aussi ce travail avec les OF, avec les partenaires qui permettent d'identifier les besoins de la personne pour pouvoir vraiment adapter à la fois à l'OF ou au CFA et à l'entreprise le poste pour qu'il n'y ait pas de problèmes de santé qui viennent intervenir sur un abandon. Ensuite, on va aider tout simplement au montage des dossiers, aux demandes de subventions et à tout ce qu'il peut y avoir à faire. On travaille aussi avec pas mal d'OPCO qui parfois viennent avec nous renseigner l'employeur. Plus on va apporter une réponse complète et plus on sait que ça fonctionnera. On va avoir aussi des forums, les forums organisés par la GFIP pour pouvoir justement que les personnes en situation de handicap rencontrent les employeurs. Mais aussi, je pense à l'université Paul Sabatier qui a organisé cette année un forum en visio parce qu'on n'avait pas le choix, avec des jeunes qui sortaient de formation mais qui cherchaient de terminer leur année en alternance, par exemple. Et c'est tout ce travail qui est un petit peu qui n'est pas visible, mais qui va permettre aussi d'apporter une réponse positive et d'apporter un vrai travail d'accompagnement à la fois sur la personne, sur l'employeur, mais aussi sur la situation de santé, puisque ça reste primordial qu'elle soit prise en charge. Ensuite, bien sûr, il va y avoir pendant toute la durée de l'alternance un suivi qui se fera pour vérifier que tout se passe bien et surtout pour anticiper la sortie d'emploi, essayer de pérenniser le poste dans l'entreprise et sinon pouvoir anticiper de manière à ce que la personne puisse retrouver un emploi rapidement à la fin de son alternance. J'ai voulu faire vite, on m'a dit de faire vite, hein. J'espère que j'ai été claire. Il n'y a pas de souci, quel est le deuxième slide? Alors, c'est un petit peu les actions que nous menons auprès des employeurs pour pouvoir leur donner envie aussi de recruter. Donc, on sensibilise à la fois les employeurs et les salariés. On a des forums thématiques sur l'alternance qu'on réalise 1 ou 2 fois par an où on invite les employeurs et les profils qui correspondent à ces employeurs pour qu'ils puissent anticiper aussi leur campagne d'alternance. On peut réaliser avec certaines entreprises qui le veulent des visites de postes de travail pour que les personnes qui souhaitent ou pas forcément chercher de l'alternance puissent se rendre compte de ce qu'est le métier, de ce qu'est ce poste de travail. Nous organisons aussi des sessions de recrutement où les employeurs viennent présenter les métiers aux personnes. Certains employeurs veulent présenter aussi leurs expériences, participer parfois à des simulations d'entretien pour préparer les demandeurs d'emploi. C'est important que quand la personne arrive à l'entretien d'embauche, elle soit prête et qu'elle est bien préparée. Et un jour un métier qui est une action de la GFIP où les personnes peuvent passer une journée dans une entreprise, alors soit pour valider un projet, soit pour découvrir un métier, mais dans tous les cas, pour donner à l'entreprise aussi une vision du profil et du handicap. Comme je le dis encore une fois, on voit souvent des fauteuils roulants et c'est pas notre public. Notre public est un public dont le handicap n'est souvent pas visible
et qui, quand il est en entreprise, démontre ses compétences et ses savoir-être. Et on a entendu tout à l'heure Nora qui disait qu'il fait même mieux que certains des employés. Souvent parce qu'effectivement, ils ont quand même traversé souvent des épreuves un peu difficiles et les employeurs qui ont recruté et qui recrutent régulièrement, c'est là des parties, c'est dommage, mais qui recrutent régulièrement des personnes en situation de handicap, se rendent compte qu'il y a une volonté qui est souvent boostée par cette situation et par ce passé qu'ils ont pu avoir. Est-ce que certains parmi vous ont des questions ? Oui, alors justement, si je peux rajouter quelque chose, mais de toute façon qui va bien dans le sens de ce que vous dites, c'est effectivement, dans le rôle de l'OPCO, c'est aussi de démystifier, j'en ai parlé un petit peu en sous-groupe, de démystifier la situation du handicap et la nature du handicap surtout. Quand vous parlez d'handicap invisible, c'est exactement ça. Souvent, dans la tête de l'employeur, le fauteuil roulant, c'est le handicap et il voit ça plutôt comme complètement incompatible avec un poste en entreprise, ce qui n'est pas le cas selon le type de handicap. Et deuxième chose qui est complètement vraie, c'est que ces personnes-là à l'emploi sont capables de faire preuve de beaucoup plus de maturité que peut-être d'autres personnes et donc une implication sur le poste qui est bien plus importante qu'une personne qui n'est pas en situation de handicap. Je dirais aussi que le conseil aux employeurs est très important. Nous travaillons avec l'ASEI sur des jeunes qui sont encore scolarisés, qu'on rencontre, ils sont encore à l'école. Et nous avions cette année, par exemple, une jeune fille qui était sourde. Et on a contacté Zara. Alors vous allez me dire, Zara, eh bien non, parce que sur la Beige, dans la Haute-Garonne, on a quand même une forte proportion de personnes sourdes. Et quand on a expliqué tout ça, qu'on a expliqué nos arguments à l'employeur, Zara l'a recruté en alternance et enfin, personne n'aurait pu penser que c'était possible d'être sourd et de travailler chez Zara, même si nous, on avait l'expérience avec Primark. Donc, voilà, c'est aussi savoir écouter l'employeur, savoir lui présenter des arguments et des arguments qui seront forcément, qui vont le toucher parce que ce sera des arguments qui correspondent à sa situation à la fois d'emploi, mais aussi géographique, la preuve. Merci. D'autres questions ? Vous êtes convaincus ? On va laisser le mot de la fin à Valérie et Marc. Avant de vous retrouver pour finir sur WooClap, où on va vous demander aussi d'évaluer cet atelier. Mais Marc, peut-être si vous voulez intervenir. Oui, on n'entend pas votre micro. Votre micro est débranché, Marc. Ça y est. Bon. Voilà. Écoutez, en premier lieu, je me réjouis de cette réunion en réseau, du réseau Handipact et du réseau RRH. Nous découvrons, je dirais, toute la valeur ajoutée à GFIP et FIP de travailler ensemble et de mutualiser nos moyens au service des personnes en situation de handicap à travers de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de travail que la situation du confinement nous ont appris à découvrir à travers la vidéo ou l'outil web binaire. Au-delà, je crois vraiment, vu la richesse des échanges et des témoignages, je trouve que l'interaction l'interaction des compétences et des expériences vraiment est source de plus-value sans distinction de privé ou de public. Et je suis convaincu de la pertinence de cette collaboration de nos réseaux et
avec, je pense, le soutien de la GFIP, nous multiplierons et renouvellerons ce type de manifestations sur des thématiques à définir ensemble. Je remercie tous les partenaires de s'être associés à cette réunion, privée et publique. Je remercie les organisateurs, vu le contexte compliqué dans lequel on a évolué ces derniers jours pour maintenir et réussir cette manifestation. Merci encore à tous. Valérie? Oui, moi, en guise de conclusion, déjà, je m'associe totalement aux propos de Marc. Peut-être vous redire, on l'a dit ce matin déjà à l'occasion des 15 ans du FIP, aujourd'hui, ce n'est pas une fin, c'est qu'un début. On souhaite effectivement, FIP et AGFIP, démultiplier des opportunités, de faire travailler ensemble avec employeurs publics, privés et partenaires. Alors, différencier en fonction des thématiques qu'on abordera, mais on a effectivement un gros sujet sur l'apprentissage. Donc, on a un enjeu à faire travailler les référents handicap des CFA, les OPCO et les employeurs privés et publics. Donc, il y aura sans doute des échéances sur ce sujet-ci. Et du coup, pour vous illustrer le fait qu'on a plein d'opportunités de pouvoir travailler ensemble, en guise de conclusion, je vais vous inviter à noter quelques dates dans vos agendas respectifs. Alors déjà, vous en avez peut-être entendu parler, on lance une grande consultation qui s'appelle #activateur d'égalité. Quand je dis on, c'est bien en s'associant à plusieurs partenaires, dont le FIP. Et du coup, pour appuyer cette consultation, on met en place une plateforme en fait, de contribution qui est ouverte à tous. Et qui permettra de réfléchir à plein de sujets, notamment l'accès à l'emploi. Et donc, on peut très bien se donner un rendez-vous aujourd'hui en disant, par rapport à ces bonnes idées, ces bonnes pratiques, puisque ça a été riche, n'hésitez pas aussi à aller les développer, les incrémenter sur la plateforme et faire en sorte de partager vos bonnes idées, parce que c'est ce qui va contribuer à enrichir nos offres respectives, à les faire évoluer pour répondre encore plus à vos besoins. Donc, ce n'est pas propre à l'apprentissage, mais c'est vraiment un sujet qui peut être largement remonté sur cette plateforme. Donc, elle va être ouverte à la mi-septembre, d'accord, cette plateforme de consultation #activateur d'égalité. Prochaine séance, c'est à l'université du RRH, qui là aussi est ouverte également aux employeurs publics, aux FIP bien sûr. La première échéance, c'est du 6 au 9 octobre. Là, vu les délais, ce sera 100% digital. Mais du coup, on va vous proposer 40 modules sur 4 demi-journées, donc qui va embarquer plein de sujets tous propres au développement de vos politiques emploi-handicap. Il y aura une deuxième édition de l'université et du RRH, cette fois-ci en présentiel, mais ça, ce ne sera pas avant mars 2021. On va essayer, on va considérer qu'on sera sorti de cette crise, on ne peut que l'espérer. Bien sûr, là, il y a la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, auquel on intervient régulièrement à GFIP et FIP, donc en novembre, classiquement. Et pour rebondir sur les propos de Maïté tout à l'heure, effectivement, cette année, il y a eu un report du DUOD et il sera organisé pendant la semaine pour l'emploi. Donc, le DUOD, ce sera le 19 novembre, vous l'avez entendu, c'est vraiment une opportunité de faire tomber des représentations et de se dire, finalement, ça me semblait compliqué, mais c'est peut-être possible. Le handicap, ça ne fait pas si peur. C'est une opportunité de convaincre les plus réticents. Pour rebondir, c'est la question des réticences internes. Et enfin, vous dire qu'un jour un métier en action, ça continue. Du coup, pour ne pas créer d'amalgame, du coup, cette année, pendant la SEPH, ce sera le DUOD. Mais un jour un métier en action, c'est toujours mobilisable tout au long de l'année. Et donc, ce sera mobilisable cette année hors semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et puis voilà, pendant la SEPH, la campagne activateur de progrès que vous connaissez est rééditée. Et donc, cette année, vous serez amené à témoigner là aussi sur comment vous pouvez, à travers vos actions, être activateur de progrès, à travers une nouvelle campagne
avec clé en main, des campagnes de communication, des affichages qu'on vous mettra à votre disposition autour de le progrès c'est moi, le progrès c'est nous. Donc voilà, autant d'opportunités de continuer à agir ensemble, y compris sur ce volet de l'apprentissage. Et bien sûr, hein, dans les restitutions post-rencontre, on vous remettra un petit peu tous ces jalons pour que vous les ayez bien en tête, parce que là, je suis allée un peu vite. Merci Valérie. Donc là, on va vous demander de vous engager. Cet après-midi, vous avez pu noter des idées, des conseils, des bonnes pratiques. Eh bien, on va vous demander de nouveau sur WooClap de noter une action que vous souhaitez mettre en place dans les prochaines semaines pour développer le recours à l'alternance dans votre organisation. Donc, ça peut être quelque chose un tout petit pas ou quelque chose de plus poussé. Donc, ça peut aller de vous renseigner sur le site du FIP ou sur le site de la GFIP sur l'apprentissage, les aides, etc. Aller plus loin que ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Et puis, ça peut aller sur l'idée de monter une classe entière d'apprentis en situation de handicap. Donc, à l'intérieur de ce panel, vous avez toute liberté de noter un engagement d'un petit pas ou d'un grand pas pour l'alternance. Je lance le jeu, toujours le même code RRH 109. Bon, il y a un certain nombre de participants qui nous ont quittés. Hein. J'ai vu dans le chat des gens qui nous saluaient, mais j'espère qu'il y en a quand même qui vont s'engager. Il en reste 34 encore connectés, alors on espère que… Ça y est, il y en a un premier. Allez, j'ai 8 personnes qui s'engagent. On doit pouvoir aller au-delà. Ça monte, ça monte. Alors nous, déjà, on s'engage à vous adresser une restitution. « 15 personnes, 16. Les partenaires peuvent aussi peut-être avoir des engagements. Hein. Allez, je vais les mettre à l'écran. Vous pouvez continuer de voter. Mais on a beaucoup de choses. Info systématique employeur, recevoir de l'information, participer à un job dating, sensibiliser en interne. Ah, du coup, je ne vois plus où j'en étais. Prendre contact avec les CFA spécialisés, prendre de l'info de la GFIP, améliorer notre sourcing, parcours adapté aux personnes en situation de handicap, matinale employeur, justice avec témoignage, rencontre avec le Cap Emploi, campagne d'information. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses là aussi qu'on vous mettra dans le support. Contactez Madame Abellan au Cap Emploi. Donc voilà, Maïté, vous avez déjà un premier rendez-vous prochainement. Le Duodet, contactez Cap Emploi. Je crois que Madame Abellan, vous avez plusieurs rendez-vous. Le téléphone va sonner, Maïté. Oui. Monsieur Massio aussi, je pense que ça va pas mal sonner là. Bon, très bien. 23 personnes se sont engagées, hein, donc ça montre que vous êtes prêts à l'action. Ce que je vous propose pour finir, c'est d'évaluer l'atelier, de nous dire effectivement par rapport à vos besoins opérationnels, ce que vous avez pensé de cet atelier virtuel sur 4 items, les modalités et outils, la durée et l'horaire, l'animation par les intervenants et experts et le contenu proposé. Là encore, on vous laisse du temps pour voter.
On a une question de Madame Carole Robert qui nous demande à partir de quel moment on mettra en ligne les documents, donc à partir de quand on les transmettra. Quel engagement on peut prendre, Nathalie? On peut se dire courant de semaine prochaine, ça semble raisonnable? Je pense que c'est un peu juste. On a un autre Semaine du 21. du RRH Occitanie la semaine prochaine. Et puis, faut qu'on se fasse un point sur la restitution. On va dire sous 15 jours. Valérie, ça vous paraît raisonnable? Nadine? Très bien. Je pense qu'effectivement, il vaut mieux dire sur 15 jours pour qu'on Ouais. puisse réorganiser un petit peu justement la richesse des remontées aussi en sous-groupe et en propositions, en bonnes idées. Et puis qu'on structure un peu tout ça. Et puis bien sûr qu'on n'oublie pas de partager le support de ce matin, parce que ce sera quand même très complémentaire, parce qu'on n'a pas voulu repartir dans de l'info très descendante là, parce qu'on voulait laisser un peu d'espace justement à de l'interactivité. Mais du coup, on vous transmettra aussi ces éléments-là. Oui, puis l'idée, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient présentes ce matin, donc ça. on ne voulait pas Ça soit redire les mêmes complémentaire. choses. Ouais, Exactement, tout à fait. tout à fait. Très bien, mais je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous remercier. De même, c'est très intéressant. Merci à tous de votre participation. Et puis, à très bientôt. Oui. Merci beaucoup. Merci encore. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Madame Dodini, Monsieur de Dumas, on reste en ligne quelques instants? Oui. Ok. Au revoir, merci. À bientôt. Nadine, Merci si tu beaucoup. peux rester avec nous, je ne sais pas si elle est encore là. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas si mon autre collègue, Muriel a dû se déconnecter. Muriel est là, Muriel. Ah non, Oui, non, Muriel Muriel est là, est là. Est-ce que Parfait. tu sais que je reste également? Je reste Eh ben, également? si Ouais. tu peux, ouais, c'est intéressant, oui, pour le débrief. Merci. Je procède je contribue à faire en sorte que les uns et les autres quittent la réunion dans le cas où il y a des petites difficultés. Hop. Attendez, juste, il faut que je vais arrêter le partage d'écran. Il faut que j'arrête l'enregistrement parce que ce n'est pas utile que